S'il y a une activité que chaque entrepreneur devrait savoir faire, c'est bien négocier. Et pourtant, le constat est clair. Beaucoup de gens ont du mal à négocier. Certains ont même peur de la négociation. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, nous allons discuter avec un négociateur professionnel. Il a d'ailleurs sorti un livre dont il va nous parler, dans lequel il explique comment réussir vos négociations. Pour ne rien manquer de cette interview super passionnante, je vous invite donc à vous accrocher parce qu'avec lui, on va faire tout le parcours de son histoire, mais surtout de la Chine, parce qu'il va nous expliquer dans son bouquin ce que l'on peut apprendre de la Chine, de la culture chinoise, pour pouvoir devenir imbattable en négociation. Bonjour Moïse. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'entretien. Le but pour nous, c'est de parler un tout petit peu de ton parcours et puis de ton bouquin aussi. Est-ce que tu peux déjà juste commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Je suis Moïse Noubissi, je suis négociateur professionnel. Je suis également comptable manager et en ce moment, j'exerce la profession de chef de projet dans l'industrie nucléaire. Ça fait beaucoup de titres, hein? Encore, tu n'as pas dit que tu étais écrivain, que tu étais XYZ. Ok Moïse. On a le temps de revenir dans les détails. revenir. Négociateur professionnel. Voilà là un titre pas commun. D'où te vient déjà ta passion pour la négociation? Parce qu'il faut le dire d'entrée de jeu, on va parler de son bouquin qu'il a écrit en français et en anglais autour de la négociation justement, comment on fait pour réussir dans la négociation. Et ici, on est sur une chaîne business, donc clairement, on négocie. D'où te vient déjà, toi, cette passion pour la négociation? Aussi loin que je me souvienne, la négociation, je pense que je l'ai faite déjà très petit dans la famille, mais sans savoir que je faisais de la négociation. C'est que je suis né dans une famille nombreuse où fallait trouver des astuces pour exister, pour avoir sa place, pour avoir les avantages des parents ou des aînés. Et je pense que c'est de là qu'est partie cette envie et cette motivation pour la négociation. Peut-être qu'il faut qu'on revienne justement à ton enfance pour que les uns et les autres comprennent bien. Tu nais au Cameroun. Oui. Tu grandis dans quel contexte familial? Alors, je suis né à Yaoundé, je suis né dans une famille polygamique. Je suis très très loin dans la lignée des enfants. Hein. On va pas dire ici combien d'enfants mon papa a eu, mais je suis très très loin. J'ai de nombreux aînés et je grandis dans ce contexte-là où, en plus de mes frères, c'est-à-dire les enfants de mes parents et enfin de la famille, il y a les cousins parce que mon papa est chef de famille, donc on a et les enfants et les cousins et parfois même des voisins qui viennent, qui vivent avec nous à la maison. C'est presque un camp de vacances, mais un camp de vacances avec des règles, avec des organisations. Mais des règles, quand on parle des règles, il ne faut pas penser à des règles écrites ou quoi que ce soit. C'est les règles dictées par le père et le chef de famille. D'accord. Mais de ton enfance, quel souvenir tu en gardes? C'était heureux, c'était difficile, qu'est-ce que tu en gardes? Il est difficile de donner une seule chose qui revient. Je ne dirais pas que j'ai eu une enfance malheureuse. Elle était, vue du regard d'un enfant, c'était la meilleure enfance que je pouvais avoir. Rétrospectivement, on peut avoir des critiques, on peut avoir des appréciations, mais pour moi, ça reste une enfance que je dirais heureuse parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir souffert dans cette période-là. C'est ça qui est bien. Alors, parce que justement, comme tu le dis, du regard d'un enfant, ça change tout. De l'extérieur, on peut voir les choses différemment. Exactement. Mais je veux quand même m'attarder sur un élément très important, la polygamie, parce que depuis quelques semaines, la thématique est très en vogue. Les gens parlent beaucoup de la culture africaine et de la polygamie. Juste que la plupart des gens qui disent ça n'ont pas vécu de polygamie et n'ont pas grandi dans une famille polygame. Toi, aujourd'hui, de ton retour d'expérience, en ayant été enfant qui a grandi dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu en penses de ce système qui, il faut le dire, perdure encore dans nos pays, hein? Je pense que la polygamie est un système comme un autre. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Moi, je suis né dans celui-là, j'ai connu des familles monogamiques et les reproches que ceux de la famille monogamique font à la famille polygamique, parfois, quand on regarde avec recul, on se rend compte que c'est des situations qui sont beaucoup plus fréquentes dans des familles monogamiques que dans les familles polygamiques. Dans la famille polygamique, toutes ne fonctionnent pas de la même façon, mais il y a un certain équilibre. En diplomatie, on parle d'équilibre de la terreur, mais là, c'est plutôt l'équilibre du bonheur, en quelque sorte. C'est ma vision. Je ne suis pas aujourd'hui engagé dans la voie de la polygamie, mais je ne conteste pas et je ne critique pas la polygamie parce que pour moi, elle était un environnement très enrichissant. C'est quelque chose, j'en garde un souvenir plutôt positif.
D'accord, c'est très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que les avis comme les tiens sont rares. Les gens ont tendance à fustiger uniquement ce système-là. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir un regard différent. Je ne pense pas qu'il faille simplement fustiger. Il a ses inconvénients, certes, mais c'est des inconvénients parce qu'on les compare à un autre système. Mais si on le prend dans sa globalité, on le singularise, il y a de très gros avantages. De très gros avantages. De quels avantages tu parles? Tu m'intrigues. Mais, par exemple, hein? Alors, dans une famille monogamique, on a un père, on a une mère, on a des enfants. Oui. Les caprices des enfants sont gérés par le père ou par la mère. Oui. Dans une famille polygamique, on apprend à s'autogérer. Parce qu'on est très nombreux, le père ou la mère ne peuvent pas, en tout cas le père ou les mères, puisqu'il y en a plusieurs, n'ont pas l'autorité et la disponibilité pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Et donc il y a une forme d'autodétermination, d'auto-organisation qui font que les enfants de très tôt commencent déjà à s'autodiscipliner, à s'auto-organiser, à arranger leurs propres affaires, parce que autrement il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, on reviendra à la négociation. Donc, une contrainte, finalement, qui devient intéressante. Alors, parce que quelqu'un pourrait te dire sous un autre angle que, mais ça, c'est pas un avantage. C'est ce que j'allais dire. Là, tu as utilisé le mot contrainte. Oui. Parce que tu l'analyses de l'extérieur. Oui. Pour moi, l'intérieur, ce n'est pas une contrainte. C'est une exigence de cette vie, de ce mode de vie-là. Et même exigence, c'est un peu dur comme mot, parce que quand on est à l'intérieur, c'est un écosystème, il fonctionne comme ça, il faut s'appliquer à ces règles-là. Et l'avantage, si j'insiste là-dessus, c'est que au final, quand on sort de la famille, on se retrouve dans des environnements qui ressemblent à de la polygamie. Parce qu'on se retrouve dans une cité étudiante, parce qu'on se retrouve dans un camp de vacances, parce qu'on se retrouve dans une entreprise. On a des chefs, on a des dirigeants, on a des règles, on a des fonctionnements, et c'est ce qui marche dans la polygamie. Donc je l'ai appris, moi, sans le savoir, dès la maternelle, dès les premiers pas. Intéressant. Intéressant. Tu sais bien, tu négocies bien. OK. Mais du coup, autre élément intéressant. Quand on est dans une famille polygamique, on peut avoir tendance à penser qu'on a moins de chances que des enfants dans des familles monogamiques. Comment tu fais pour te retrouver en Europe? Parce que si tu dis toi-même que tu es loin dans la hiérarchie, à moins que ton père c'était le plus riche homme d'affaires du pays, est-ce qu'il a pu... Comment toi tu fais déjà pour te retrouver en Europe? Et est-ce que tu es l'exception de la famille ou finalement vous tous vous êtes retrouvés comme ça à voyager pour aller faire vos études à l'étranger, sachant que c'est financièrement un coût? Mon père aurait été l'homme le plus riche du Cameroun, je pense que tu le saurais. On ne sait jamais, hein. Il aurait été le plus pauvre, peut-être que tu le saurais aussi. C'est pas le cas. C'était mon père. Mais comment est-ce que je me retrouve là? Il se trouve que en raison des contraintes, comme tu l'as dit, hein, je vais reprendre ton mot pour que les gens comprennent, mais pour moi ça ne l'est pas, mais en raison du fonctionnement de la famille, tout petit, on peut dormir 4 dans un lit, on peut dormir 6 dans un lit, c'est pas un problème. Mais grandissant, il se pose des problèmes d'intimité et donc le besoin d'organisation. Et je me retrouve à 10 ans quand le papa décide que nous allons quitter la maison familiale pour aller vivre avec la grand-mère. À 10 ans? Moi, j'ai 10 ans. Les autres sont un peu plus grands, mais moi, j'ai 10 ans à ce moment. Alors, quand on dit ça en Occident, les gens pensent que c'est quelque chose qui a été planifié, organisé, machin. Non, c'était dimanche matin, on nous a réveillés, on a fait nos valises, on est parti. Ah oui, voilà. Le même jour? Le même jour, c'est le message, on vous le donne, vous êtes en voiture installée. Et c'est comme ça qu'on est parti. Donc, je me retrouve chez la grand-mère. Au départ, c'est on va en vacances. On va en vacances, à la rentrée, on attend impatiemment, on a préparé les valises. Et on reçoit, à l'époque, il n'y a pas de téléphone, donc c'est le chauffeur qui débarque avec les fournitures scolaires. En disant, cette année, c'est ici. On n'a même pas la possibilité d'appeler le père pour lui demander comment, quoi. De toute façon, c'était la règle, c'était comme ça, donc on se retrouve là-bas. Et on se retrouve là-bas, forcé de travailler, de réussir. Il y a une chose quand même au Cameroun, c'est que la réussite à l'école, c'est inscrit dans le fonctionnement des gens, on ne se pose pas la question. Donc on va travailler, c'est notre boulot, on est enfant, on le fait. Je le fais en suivant les pas des aînés. Eux, ils réussissent, nous, on réussit par mimétisme presque, parce que la réussite, on ne sait pas en quoi ça consiste et pourquoi est-ce qu'on le fait. On sait qu'il faut réussir pour avoir les félicitations des parents et passer à la classe suivante. Je le fais, ça se passe plutôt bien. Je finis la classe de troisième, j'obtiens mon brevet, je passe en seconde, je change de ville. Là encore, petite anecdote, au lieu d'aller dans le lycée où quasiment tous les élèves de troisième de mon collège y allaient, je n'ai pas la chance parce que la maman s'y est prise un peu tard et je me retrouve dans un autre lycée où je suis quasiment tout seul venant de mon collège.
Et quand la maman revient en me disant, j'ai pas pu t'inscrire dans ce lycée où tu devais aller avec tes copains, qui est dans un autre lycée, dans une autre ville, je me trouve à Kekem, pour les Camerounais qui connaissent. J'ai pleuré ce soir-là, mais c'était une bénédiction pour moi, parce que finalement, j'ai vécu une période très agréable à Kekem, où j'ai découvert une nouvelle réalité, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle vie. Et une fois encore, pour revenir à mon enfance dans la polygamie, toutes les choses que j'ai vécues, toute l'organisation, toute la résistance, la résilience que j'ai eue sans le vouloir, elle ressort à ce moment-là, parce que je me trouve dans un contexte un peu compliqué. Mais ce contexte compliqué, qui juste la dose suffisante pour que je fasse rapidement ce que j'ai à faire est parti, c'est-à-dire réussir mes études. Je passe 3 années, j'ai reçu mon bac, et à l'issue du bac, c'est là que les choses se compliquent. Les choses se compliquent parce que mon papa a un ami qui vit au Tchad, il me dit il va falloir que tu ailles au Tchad faire tes études. Moi je jubile, je veux quitter le pays, je vais aller à l'étranger. Et ma mère dit le Tchad, c'est pas le pays du dictateur incertain, elle essaye de chercher dans sa mémoire, elle n'a pas fait de très grandes études. C'est pas le pays où il y a la guerre, où les gens se battent tout le temps. Mon fils n'ira pas. Problème familial. Donc il y a ma mère qui veut pas que j'aille dans un pays en guerre. Il y a les autres épouses qui disent mais pourquoi lui, pourquoi il est privilégié? Et moi, entre tout ça, qui dit je veux aller à l'étranger, je m'en fous, que ce soit le Tchad ou pas, je veux partir. Ça tiraille pendant un long moment et je me retrouve là pendant la rentrée à lui en septembre. En octobre, je suis encore à la maison, je ne peux pas partir. Donc il y a ce bras de fer qui s'installe. Wow. Et à l'issue de ça, il se trouve que les universités, enfin au Tchad, les dernières informations qu'on a, c'est que je ne peux plus partir. Il est tard. Mon père me dit si tu ne peux pas partir, il faut que tu ailles à l'université de Tchang, qui est une nouvelle université, qui est à l'ouest, c'est proche, je pourrais passer te voir à l'occasion de mes déplacements. Et moi, je lui ai dit, l'ouest, non, je vais aller à Douala. Moi, je suis né à Yaoundé. Mon père a vécu à Yaoundé. Il n'apprécie pas beaucoup Douala parce qu'il estime que c'est une autre mentalité qui est un peu plus, moins cadrée d'après lui et très loin de lui pour garder son contrôle en tant que chef de famille. Et moi, à ce moment-là, au fond de moi, j'ai fait un peu de philosophie, j'ai appris les droits de l'enfant, je veux exiger mes droits. J'exige le parti sur Douala. Ça fait un bras de fer et ça continue. Et mon père, finalement, je me retrouve à la maison familiale à Yaoundé. Et mon père qui me dit, tu vas à Tchang. Donc tous les matins, je me levais. La chambre de mon père, en fait, quand on sortait de sa chambre, on traverse le salon qui est le grand salon. Et moi, je me positionnais toujours dans un endroit où, en sortant, il me verrait. Et chaque matin, il sort, je lui dis bonjour, papa. Il me dit bonjour, mon fils. Tu vas à Tchang? Je dis non, je vais à Douala. Il va au boulot, il revient à midi. Bonjour mon fils, bonjour pas. Tu vas à Tchang? Je dis non, pas, je vais à Douala. C'est de la négociation, ça. Et voilà, c'est comme ça petit à petit, tu m'as posé la question pour d'où vient la négociation, mais c'est toutes ces choses-là. Mais ça va encore de plus loin, je te dirais. Mais donc on fait ce bras de fer là jusqu'à ce qu'un matin il m'appelle dans sa chambre. Généralement, mon père, il avait une façon de communiquer qui permettait de savoir quel type de communication il devait avoir. Enfin, la façon d'appeler un enfant était suffisante pour qu'on sache quel type de communication il devait avoir. Okay. S'il disait Moïse, c'était pour une discussion normale. Okay. S'il disait, il m'appelle par un nom honorifique, à ce moment-là, c'est pour une récompense, pour me flatter. Et quand il disait Nibissi, alors là, c'est dit que j'ai fait une bêtise, tu m'attends une sanction. C'est chaud. Donc on le savait, en fonction de la façon dont on le savait. Et ce jour-là, il se lève le matin, il dit Moïse. Je me dis, il me demande de venir dans sa chambre. Je sais que là, c'est une discussion normale. Je vais dans sa chambre, il prend une enveloppe sur la table, il me dit, tiens, vas-y, tu t'inscris où tu veux et tu vas faire tes études. Je prends le premier bus, Douala, j'arrive à Douala, 1 mois de retard. Et dans mon ignorance, on va dire, j'arrive au rectorat de l'université de Douala. Pour aller chez le recteur, en fait, on n'entre pas à la même porte, la porte du recteur à gauche et la porte du secrétaire à droite. Moi, j'arrive, je ne sais pas, et je toque la première porte, c'est la porte du recteur, je me déboule dans le bureau du recteur. Il me dit, le secrétariat, c'est à l'autre côté. Je lui dis, excusez-moi, je ne savais pas trop, mais je suis venu pour mon inscription. Il me dit, c'est trop tard, monsieur. J'ai dit, j'essaie de raconter, je ne me souviens pas très bien des mots, mais finalement, le recteur me dit, OK, allez voir le secrétaire. Donc, je ressors, je vais voir le secrétaire qui me dit, c'est trop tard. Je dis, non, c'est le recteur qui m'envoie. Il m'inscrit. Et donc, je m'inscris comme ça à l'université de droit. Là. Je m'inscris en faculté de droit, avec toutes les ambitions, et je vais être avocat au barreau, et très, très fier, très ambitieux. Et je finis mon parcours normal. J'ai
eu un parcours normal, j'ai pas repris, j'ai pas, voilà, ça a été normal, on va dire ça comme ça. Je finis ma formation, j'obtiens ma licence avec toutes les péripéties de l'université de Douala que tu as peut-être connues ou que tu as entendues. Et je me retrouve dans un cabinet d'avocats, qui est le cabinet d'un de mes parents, Maître Boubou, qui est encore à Douala aujourd'hui. Et donc, je me retrouve dans ce cabinet-là, toujours par un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai fini ma formation, j'ai mon oncle qui fait des affaires à Douala, qui me dit, écoute, moi, je ne sais pas, là, tu as une licence, tu veux faire le métier d'avocat, je ne sais pas trop comment t'aider, mais j'ai un ami qui a été dans un cabinet, allons le voir. On va un soir au cabinet de l'ami, on le retrouve, et lui nous dit, moi j'ai une seule place, parce que les avocats ont des nombres de places limités en fonction de leur ancienneté. J'ai une seule place et j'ai mon petit cousin qui est avec moi, par contre je vais t'amener sur celui qui m'a formé. J'ai pas fini dans de très bons termes avec lui, donc je préfère pas t'amener, mais je vais t'indiquer l'adresse, vas-y débarque, il fonctionne comme ça, il travaille tard, vas-y présente-toi et dis-lui, et s'il a de la place, je pense qu'il se prendra, mais il est fort probable qu'il ait de la place. Je débarque dans le cabinet de Maître Boubou, il est au 5e étage, Carrefour Paris Dancing, il est 21h30, il est encore au bureau tout seul. Je monte en tremblant, je n'ai même pas de CV, je ne m'attendais pas. Il me dit, vas-y, je sonne, j'entends oui, je sonne, entrez, et j'entre. Bonsoir maître, bonsoir, on grelottant, en tremblotant, je ne savais pas trop ce qui devait m'arriver, j'étais tout en panique. Il me dit oui, qu'est-ce que vous faites là? Il dit maître, en fait il m'avait enseigné mais il ne me reconnaissait pas, il y a de nombreux étudiants. Je lui dis j'ai été votre étudiant, je viens d'obtenir ma maîtrise et je cherche un stage. Il me dit, et en fouillant dans ses affaires, il me dit vous avez un CV? Non, je n'ai pas de CV. Il me dit, mais sur quelle base est-ce que... J'ai dit, j'ai été votre étudiant sur l'université de Douala, vous pouvez vérifier. Une fois encore, tu pourras dire que c'est de la négo, mais c'est des choses qui ont été imprégnées en moi, dans mon enfance. Je lui dis, oui, je n'ai pas de CV, mais je suis diplômé, je veux faire le travail. Il me dit une chose que je n'oublierai jamais et qui m'a marqué. Il me dit, vous savez, les stagiaires, c'est des personnes qu'on forme. Donc, si je vous forme, en principe, vous devriez me payer. Et moi qui attendais un stage, j'attendais une rémunération, je suis glacé, mais j'ai tellement envie de bosser. Je réponds presque pas. Je regarde droit dans les yeux, mais en acquiesçant, sans dire un mot. Il me dit, écoutez, moi, je veux bien vous prendre en stage, mais vous ne serez pas payé. Vous ne me paierez pas, mais vous ne serez pas payé non plus. J'ai dit, oui, maître. Il me dit, revenez lundi. C'est comme ça que je débute un stage chez Maître Boubou. Et finalement, je suis payé quand même. Il m'avait dit à l'époque de ne jamais le dire parce qu'on n'était pas tous payés, mais je suis obligé de te le dire là aujourd'hui. Il me payait quand même de quoi payer mon transport, de quoi me nourrir. Et tout se passe bien. Et là où le premier tournant de la négociation se passe. J'ai mon frère aîné qui est fonctionnaire international. Il travaille pour le FMI au Cameroun. Il fait une mission au Rwanda et il fait la connaissance d'un Indien qui veut s'implanter en Afrique centrale. Et l'Indien, il vend des claquettes, ce qu'on appelle des sandalettes chez nous, il vend des bonbons, il vend un peu de tout. Et il remet à mon frère un colis avec des échantillons, en disant, je ne suis pas sûr de vous revoir, amenez-le, donnez-le à quelqu'un qui peut faire de la prospection pour nous, qui peut faire connaître notre entreprise. Et mon frère qui arrive, sachant que la capitale du business est Douala, il me confie le colis. Et moi, je prends le colis, je profite de mes week-ends, alors que je suis en cabinet, mais je profite de mes week-ends quand même pour faire quelques petites prospections. Et mon oncle, le fameux Jean-Robert du Compteur Rouge, qui m'avait mis en contact avec l'avocat, je vais le voir puisqu'il est commerçant. Je lui dis, file-moi quelques adresses, j'ai une prospection à faire. Il me donne des adresses, je fais ma petite prospection. Et l'Indien, à un moment, je lui fais des comptes rendus à l'Indien que je n'ai jamais vu, on échange par mail. Je ne m'attendais même pas à un paiement. Pour moi, c'était juste un plaisir d'échanger avec lui. Et à la fin, je lui dis, qu'est-ce que je fais? J'ai encore des échantillons. Il me dit, utilise-le, c'est pas grave. Moi, je vais venir au pays, j'arrive bientôt. Il arrive au pays, et quand il arrive au pays, première question, il me dit, on va visiter les fournisseurs, les commerçants que j'ai rencontrés, je lui fais un petit compte rendu. Il me dit, tu as bien travaillé, combien tu seras payé? Ah, surpris, mais je vais être payé pour ça. Pour moi, c'était juste un plaisir. Je m'attendais à une petite récompense, comme on fait au pays, comme on dit chez nous. Mais non, allez me demander combien je vais être payé. Et là, je pense, j'ai vu mon père travailler pendant longtemps, j'ai vu mon père
pour réussir et obtenir. Mon père fait des affaires, il a géré des hommes, il a géré des choses. Et je l'observais de loin, je le voyais. Tantôt, il utilisait la force pour obtenir des choses. Tantôt, il utilisait la flatterie pour l'obtenir. Tantôt, il utilisait la loi, la règle. Il utilisait des astuces comme ça que je voyais de loin. Et ce jour-là, il me demande combien je vais être payé. Et je me dis, sans le vouloir, sans avoir... C'est des choses qu'aujourd'hui, quand j'ai l'occasion d'accompagner les gens en négociation, je leur dis, ne donnez jamais le prix en premier. Et si vous donnez un prix en premier, arrangez-vous pour que ce soit juste un ancrage et pas le prix que vous attendez. Mais ce jour-là, je le fais sans vous avoir vraiment tous les éléments qui sous-tendent de cette position-là. Et la négociation se fait en anglais. À l'époque, mon anglais n'est pas aussi bon que celui que j'ai aujourd'hui, mais je lui dis... It depends to you. Et il me fait une négociation que je n'avais jamais vue jusque-là. Il sort sa carte de visite. Il note sur la carte de visite $500. Il me tend la carte. Pendant qu'on fait la ronde des commerçants, hein, je prends la carte, je regarde, je vois $500. Je la passe à mon frère qui était avec nous, le fameux commerçant, parce que je me suis dit qu'il lui vient avec moi parce qu'il est un peu plus expérimenté. Et il prend la carte, il me dit en patois, c'est bon, tu peux prendre. Je me dis non, je ne perds rien à tenter. Je mets sur la carte no, je lui rends la carte. On continue, on parle de tout, de rien. Il met 850, il me tend la carte. Je montre à mon frère. Il me dit, prends l'argent, on va la perdre, cet argent, on va le perdre. On continue. Je dis, attends, j'essaie encore un petit peu. Je mets no, je lui rends la carte. On discute, on va au restaurant, on mange. En tout temps, il me dit, mais tu lui de remettre la carte, tu lui de donner. Et moi, je ne savais plus si le mec devait refaire une proposition ou pas. Et on avance, on discute. Il reçoit la carte, il met $1000. Moi qui, jusque-là, je gagnais l'équivalent de moins de 100 € en salaire, enfin en rémunération. Et j'ai $1000 pour la première fois de ma vie. Je tente un dernier coup de bluff, je dis non. Je lui rends la carte. On passe la journée, puis on retourne à l'hôtel. À l'hôtel, il me dit, est-ce que tu peux demander à ton frère d'attendre, on va discuter tranquillement. On monte, on va dans sa chambre. Moi, je suis anxieux, je suis en peur, je ne sais pas ce qui se passe. On va dans la chambre, il ouvre sa mallette. Il me dit, il compte comme ça $1200. Il me la pose comme ça. Je regarde les sous, je prends les sous, je tiens les sous comme ça avec les mains qui tremblent. Je le regarde. Avec l'argent dans les mains, je ne dis rien. Il me dit, not enough? Je fais ça, mais je tiens fort l'argent. Je tiens l'argent très fort, je fais ça. Il me dit, what I can do? I will give you 1,500 for the time being. And when I complete the first contract with one of the potential suppliers here, I provide you again 1,000. Et sans le vouloir, je souris. Il me serre la main. Accord conclu. C'est comme ça qu'on a conclu l'affaire. Je me retrouve avec $1,500 cash à Douala. Je me dépêche d'aller remettre à mon frère pour lui dire, tiens, nous en sécurité. Et c'est comme ça que je gagne mes premiers sous, ma première négociation. Et je me dis... Vous avez un projet immobilier et vous cherchez un terrain? Vous voulez construire un logement et profiter enfin de votre espace à vous tout seul? Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Investir au pays vous propose dans la ville de Douala ce terrain d'une superficie de 713 mètres carrés situé à proximité du stade de Japoma. Il est très facile d'accès et vous offre plusieurs possibilités d'exploitation. Vous l'avez voulu, nous l'avons trouvé pour vous. C'est une opportunité à saisir maintenant. Alors, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Ok, du coup Moïse, on comprend donc, effectivement que tu grandis dans une famille assez nombreuse et donc du coup, avec autant de charges, comment tu fais pour te retrouver en Europe? Sachant que forcément c'est quelque chose qui coûte pas mal de sous. Et vu le nombre d'enfants que tes parents avaient, comment se fait, soit vous êtes tous allés en Europe et à ce moment-là ton père était très riche, soit il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait que ton cas est singulier. Est-ce que tu peux nous partager ça?
Non, mon père n'était pas très riche et d'ailleurs, c'est pas lui qui a financé mon départ pour l'Europe. J'ai fait mes études au Cameroun comme tout le monde. Je me suis retrouvé à l'université de Douala où j'ai fait la faculté de droit après pas mal de tentations quand même pour me retrouver à l'université de Douala parce que au départ il était question d'aller au Tchad, il était question d'aller à Tchang, il y a eu un bras de fer avec mon père parce que je voulais pas, puis je me retrouve à Douala. À Douala j'ai fini mes études, je me retrouve dans un Comment cabinet. tu fais pour gagner le bras de fer avec ton père? Euh, Parce que c'est quand même pas évident parce que j'imagine que un chef de famille polygame, c'est quand même quelqu'un qui est assez autoritaire dans le sens où il y a tellement de personnes sous lui qu'il doit savoir se faire respecter. Comment toi, un des enfants, parvient à faire fléchir ton père? Parce que là, c'est quand même la négociation. Comment tu fais pour que ton père, qui te voyait dans une université, accepte que tu ailles dans une autre? je savais que mon père tenait à l'école, il tenait à ce qu'on soit bien formé. Oui. Et connaissant ça, pour moi, c'était, on va dire, une faille chez lui. Je savais qu'il finirait par plier. Il préférait que j'aille faire l'école où je veux, quitte à ce que ça ne lui plaise pas, mais que je fasse l'école quand même. Et donc, n'ayant pas pu aller au Tchad parce que ma mère n'était pas d'accord, lui le voulait, ma mère n'était pas d'accord, donc ça a créé ce petit bras de fer. Il voulait que j'aille à Tchang, moi je ne voulais pas parce qu'il fallait que j'aille vivre notre aventure en ville, et notamment à Douala que je rêvais de découvrir. Et c'est vraiment à l'usure parce qu'il m'a dit si tu veux pas aller à Tchang, tant pis pour toi, tu resteras là. Et donc je reste à la maison et je m'arrange, c'est vraiment à l'usure, je m'arrange pour être tout le temps dans son passage. Et chaque fois il me disait tu vas à Tchang, j'ai dit non, je vais à Douala. Il a essayé la menace et tout le reste, il m'a menacé d'arrêter mes études à ce niveau-là. Je lui ai dit moi c'est l'université de Douala. Et à force d'usure, donc, il finit par lâcher et il me file une enveloppe en me disant il n'a même pas pris disposition pour mon inscription, enfin pour aller m'inscrire ou pour quelqu'un qui m'accompagne. Il m'a demandé combien ça coûte ta pension, ta scolarité, qu'est-ce qu'il faut. Je lui ai dit, il m'a mis dans une enveloppe, il m'a dit tiens, au revoir. J'ai pris mon enveloppe, j'avais déjà un mois de retard sur la rentrée, je suis allé à Douala, j'ai eu la chance comme ça de tomber sur le recteur qui m'a facilité la tâche, j'ai pu m'inscrire en faculté de droit. Mais j'ai fait ma formation sans problème, j'ai obtenu ma maîtrise à l'université de Douala et je rêvais de faire la profession d'avocat. Mais justement, ça c'est intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'une fois que tu as ta maîtrise, toi qui rêvais d'être avocat, tu n'exerces pas au Cameroun, tu n'essaies pas de passer le concours du barreau, qu'est-ce que tu viens faire en France après? Alors, je veux faire la profession d'avocat, mais j'ai le rêve de partir parce que c'était un peu un rêve général de la jeunesse camerounaise à l'époque. Il fallait partir. Non pas partir juste pour le loisir de partir, mais partir pour acquérir davantage de connaissances, pour acquérir des choses nouvelles, pour vivre autre chose et avoir davantage d'éléments pour revenir et mieux s'en sortir dans cet environnement-là. C'était ça le petit rêve que nous avions tous. Mais ce rêve-là, je le faisais, mais c'était un rêve au sens propre du terme, en ce sens que j'avais pas de sous, j'avais pas de soutien, c'était juste au fond de moi. Je savais qu'il fallait que je parte. Comment? Je n'avais pas la réponse. Et le seul élément que j'avais, c'était de me trouver 500 francs et d'aller dans un cybercafé de temps en temps faire un dossier en ligne. Les dossiers se faisaient en ligne et c'est comme ça que je faisais. Ça coûtait cher, mais ça me tenait tellement à cœur que j'avais la satisfaction, ne serait-ce que d'avoir envoyé un dossier et de voir une réponse arriver et de me dire, on m'a répondu. Même les réponses négatives me faisaient tellement plaisir. Et je finis par avoir des réponses positives. Et j'ai des réponses positives et il se trouve par hasard de circonstances que mon frère aîné m'a mis en contact avec un Indien qui vivait, qui fait du business en Afrique et qui voulait intégrer le marché de l'Afrique centrale en passant par le Cameroun, qui est un peu la porte de la sous-région. Et j'aide donc ce commerçant-là dans mon temps libre en essayant d'aller prospecter pour lui. Et il finit par arriver au Cameroun. En récompense du travail que j'ai fait, on fait une phase de négociation assez spéciale, sans mot dire, mais de manière très très originale, quelque chose que j'ai vraiment gardé. Et je m'en sors avec $1 500. Pour la première fois de ma vie, j'avais jamais eu 100 000 francs de rémunération. L'équivalent de 150 €, j'en avais jamais eu. Et comment tu fais pour passer, je veux que tu nous racontes cet épisode, comment tu fais pour passer de quelqu'un qui n'a jamais gagné 100 000 francs, non 150 €, à quelqu'un qui gagne $1 500? Donc, en fait, tu as plus de 10 fois, tu as gagné plus de 10 fois dans ta vie grâce à une négociation. Comment ça s'est passé? Il faut rappeler que pour ce monsieur, tu as fait des services en fait, c'est ça? C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui tu as fait des services. Lui, il était à l'étranger, tu l'as aidé et quand il est venu sur place, il a voulu te récompenser pour ça. Pour le service. En fait, Mais tu ne t'y attendais pas? Je ne m'y attendais pas du tout.
Je ne m'y attendais pas du tout. Mais alors pourquoi est-ce que tu ne s'y attends pas du tout et tu ne prends pas la première offre qu'il fait? Je ne sais pas, mais quelque chose au fond de moi me dit que je peux en avoir plus. D'accord. Parce que le fait qu'il dise « je vis au Cameroun », il me dit, une fois en arrivant, faut qu'on fasse le point sur ta rémunération parce que tu as fait du bon travail. Ok, donc il t'a dit ça psychologiquement, tu t'es dit, ah ok, d'accord, donc il veut il y a rémunérer. quelque chose, tout à il veut fait. rémunérer ce que j'ai fait, ok. Moi, je m'attendais à, on va dire, une récompense. Il me dit, merci, ok, oui, voilà, merci, symbolique. tu as fait du bon boulot. Tiens, voilà, pour moi, c'était vraiment du passe-temps. Et Tu avais fait quoi pour lui concrètement? alors, concrètement, j'avais récupéré ces échantillons, je suis allé voir des commerçants en leur disant, voilà de nouvelles marques de sucreries, de bonbons, de sandales, c'était des chaussures en plastique, des choses comme ça qui sont adaptées à la région, au coin. Et je suis allé voir des commerçants en disant, est-ce que vous êtes intéressé? C'est un fournisseur étranger qui a des conditions En fait, très tu as fait une étude de intéressantes. marché pour lui, quoi, c'est ça? J'ai fait une étude de marché, j'ai fait de la prospection de marché Oui, pour lui. ok. Et les commerçants, par principe, disaient, oui, c'est intéressant, mais il faut qu'on le rencontre pour discuter avec lui. D'accord. Donc tu lui as fait une liste. Et j'ai fait une liste personnes, des commerçants potentiellement intéressés. Et même ceux qui ne m'avaient pas donné un OK, j'ai mis quand même dans la liste pour avoir une liste conséquente. Oui. Voilà. Parce que je savais au fond de moi que la réponse qu'on me donne à moi Va ne être sera pas la différente. même qu'on va lui donner. Si on le voit. Voilà, si on le voit. Et donc j'ai mis ça dans la liste. Et il arrive, pour moi c'était vraiment rendre ce service, mais en fait on était dans une situation de manque d'activité, de tel manque d'activité, que rendre service, même gratuitement, me faisait plaisir. Je dis, quelqu'un est fier de mon service. Donc ça me faisait plaisir. Et aujourd'hui, je comprends mieux. C'est Napoléon Hill qui dit il faut faire plus que ce pour quoi on est payé, et un moment viendra où on sera payé plus que ce qu'on a fait. C'est pas fait. Et ça, je le comprends aujourd'hui, mais à l'époque, je le faisais, mais vraiment naturellement. Et on revient à la polygamie, parce que dans la polygamie, il y a tellement de monde et tellement de choses à faire qu'on ne calcule pas, on ne nettoie pas parce que c'est mon coin de chambre. On nettoie la maison et la maison est grande. Donc, je fais cette négociation avec cet Indien et je me retrouve, il s'appelle Mayusha, j'ai toujours le nom, j'ai fait une photo avec lui que j'ai gardée très bien à la maison en souvenir. Mais je me retrouve à $1 500. Je suis perturbé très honnêtement et je t'ai dit, je l'ai confié tout de suite à mon frère parce que pour moi, j'en avais jamais. C'est trop d'argent. J'en avais jamais, même dans le cadre d'une commission, c'est-à-dire prendre et déposer, j'en avais jamais. Tu n'avais jamais vu autant d'argent tout à l'heure. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, les dollars, j'en avais jamais touché. J'ai eu l'occasion de toucher le franc français. Il t'a donné les dollars, en fait. Il me l'a donné en dollars. $1 500. Donc, en dehors de l'aspect numérique où j'ai compté, j'ai vu que ça faisait bien 1500. J'avais aucun autre élément pour me dire que c'est ça. Ça ne même pas. C'est même plus des faux dollars, tu n'avais aucun moyen de... Aucun moyen. Et c'est là que mon frère, mon cousin me dit, on va ouvrir un compte, on va le mettre là. Donc, première fois que j'ai mis $500, première fois que j'ai un compte bancaire. Et ça coïncide donc à ce moment où j'ai mon admission, enfin quelques mois plus tard, j'ai mon admission dans les universités en France. J'avais déjà loupé l'université canadienne, j'avais pas de sous. Et d'ailleurs, même pour la France, $1 500, c'est pas conséquent, c'est pas suffisant. Toutefois, ça me permet quand même d'avoir un billet d'avion, de payer une assurance voyage, de faire des petites formalités. Et c'est mon frère aîné de Yaoundé qui s'engage pour la caution. Lui, il a un statut, il a les moyens, il arrive à le faire. Mon père n'est toujours pas dans la boucle. Hein. Je vais à l'ambassade juste pour déposer mon dossier qui est complet. J'arrive pas, j'ai passé près de 2 semaines, j'ai galéré, j'ai même passé la nuit devant l'ambassade, j'ai pas pu rentrer. Et avec quelques copains, on décide d'écrire une lettre à l'ambassadeur pour lui dire, nous sommes là, on n'arrive pas parce que les vigiles à la porte font entrer sur la base de certains critères que nous ne reconnaissons pas. Il y en a qui disent, moi je veux pas m'exposer, il y en a qui disent, foutu pour foutu, on va le faire. Et on s'engage, on fait cette lettre, on va faire d'artilographier, on vient remettre au vigile. Sauf qu'au moment sauf quand on lui remet la lettre, moi j'appelle quand même mon frère pour lui dire c'est très difficile, j'arrive pas à déposer mon dossier, le temps passe, l'université m'a proposé de reporter l'année prochaine. Il me dit je pense qu'il est temps que tu utilises d'autres leviers, viens voir le papa à Yaoundé, peut-être que lui connaîtra quelqu'un qui t'aidera puisque apparemment c'est par les réseaux qu'on fait rentrer plus facilement les gens. J'étais un peu gêné parce que je voulais arriver devant mon père avec un visa, je voulais lui montrer que j'ai réussi, je l'ai fait. Mais bon. Je n'ai pas de choix, je monte à Yaoundé, je vais voir mon père et je lui dis papa, je suis venu te voir parce que je voudrais aller en France. Il me dit, tu sais que je n'ai pas les sous. C'est sa première sous. Je lui dis, c'est pas une histoire de sous. Il dit, oui, mais comment tu vas payer le billet d'avion? Je lui dis, il est là le billet d'avion. Il dit, mais tu as payé le billet d'avion? Je lui dis, oui. Il dit, viens avec moi, il m'amène dans son salon, il dit, assieds-toi. Là, tu deviens intéressant. Il me dit, comment tu as fait? Je dis, papa, j'ai pas le temps, il faut que je reparte. Il dit, ah oui, tu as raison, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Je lui dis, il faut juste quelqu'un qui m'aide à rentrer dans l'ambassade, déposer mon dossier. Il est là, mon dossier, il est complet. Il me dit, moi, je ne connais pas les critères de l'ambassade de France. T'es sûr qu'il est complet? J'ai dit, oui, il est complet. Il demande de passer le téléphone fixe, on lui ramène le téléphone, il prend le téléphone, il appelle un de ses amis, commissaire. Il lui dit, j'ai mon fils qui est là, qui a des problèmes pour déposer son dossier à l'ambassade de France à Douala, est-ce que tu peux nous aider ce coup-là? Le commissaire lui dit, là je suis en congé, mais pas de problème, demande-lui de passer me voir. Je vais voir le commissaire qui appelle quelqu'un à Douala et lui dit, je t'envoie mon petit, tu l'accompagnes juste pour déposer son dossier. Je retourne à Douala, je vais au commissariat central, je vois ce monsieur qui m'amène à l'ambassade, qui salue ses collègues, je me laisse rentrer, je rentre, je pose mon dossier. J'ai déposé mon dossier vers 11h, à 14h on me dit, monsieur c'est bon, venez chercher votre visa. Le même jour? Le même jour. C'est exceptionnel ça. Je récupère mon visa, j'ai dit à mon frère, il faut que je parte demain. Il me dit, mais t'as déjà le visa, calme-toi. Ils peuvent changer d'avis. Calme-toi. J'en revenais pas. Et toujours est-il que voilà comment je me retrouve à Paris. Je me retrouve à Paris et je commence, j'arrive à l'école des ponts et chaussées. J'étais très marqué à mon arrivée. Je suis reçu par le directeur de l'école des ponts. À l'époque, enfin, si je dis à l'époque, les gens vont penser que ça a peut-être changé, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais toujours est-il que le Cameroun avait une très belle réputation dans cette école. Donc c'est le directeur qui m'accueille en disant, nous avons l'honneur cette année d'accueillir un nouveau Camerounais qui a eu beaucoup de difficultés, qui avait un peu de retard. Je vous prie de l'accompagner et de l'aider à rattraper le niveau. Il me présente comme ça à la classe. Hein. Et donc j'intègre la classe. Je suis très intimidé parce qu'on est dans une classe d'une trentaine de personnes. Il y a 3 Africains, un Sénégalais. Il est responsable des transports au ministère des Transports au Sénégal aujourd'hui. C'est vrai? Thierno Dao, oui, tout à fait. Il y a un Togolais qui est rentré au Togo, il a créé sa boîte. Et moi, je suis resté là. Tu me demanderas peut-être pourquoi, mais on rentrera dans d'autres détails là-dessus. Mais voilà, tout fait-il que voilà comment je me retrouve en France. Juste petit détail. Comment tu quittes une formation en droit pour te retrouver à l'école des ponts et chaussées? Alors, ayant tenté, j'ai quand même passé mon séjour dans le cabinet d'avocat où j'avais ce rêve de devenir avocat. Maintenant, il fallait partir. Et comme je t'ai dit, mon objectif, c'était de partir dans un pays anglo-saxon et d'aller au Canada qui me passionnait, qui me tentait un peu plus. Je n'ai pas pu et intégrer une faculté de droit, simplement de droit en France, ça me tentait pas. Je me suis dit, je vais basculer sur quelque chose d'un peu original, puisque en droit, on fait le droit des transports. Donc, je prends cette petite branche-là et je me dis, je vais foncer sur droit des transports et fret européen, qui était une formation dispensée à l'école des ponts et chaussées à l'époque. C'est pour ça que je me retrouve à l'école des ponts. Des ponts et chaussées, ok. Voilà comment tu arrives en France. Voilà comment j'arrive en France. Mais juste avant de continuer dans ton parcours, Moïse, je veux quand même que tu nous parles un peu de la négociation. Pourquoi c'est important? Alors, je crois qu'au travers de ton histoire, on peut s'en rendre compte. On négocie chaque jour. Mais pourquoi c'est important de savoir négocier? Quand on parle de négociation, les gens ont très souvent tendance à penser qu'il s'agit d'un métier pour une catégorie de personnes, un peu comme la médecine ou la banque. Mais c'est à tort. C'est à tort parce que nous sommes tous des négociateurs. La seule différence entre les uns et les autres, c'est que certains réussissent ce qu'ils négocient parce qu'ils connaissent les règles de la négociation et d'autres, c'est au petit bonheur la chance, ça marche pas parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Mais pourquoi je dis que nous sommes tous négociateurs? C'est qu'à la maison, le soir, si pour regarder la télé le soir, toi en ce moment tu diras je veux regarder la finale de la Coupe d'Europe, madame te dira non, je veux regarder Top Chef, il faut négocier. Il faut négocier pour le repas du soir, il faut négocier pour la sortie, pour les vacances. Les gens n'utilisent pas le terme négociation, mais c'est de la négociation. C'est tout mode, toute forme de prise de décision dans laquelle intervient une deuxième, une troisième, une quatrième personne et où on se retrouve en situation où cette personne peut nous dire non à un moment. Donc chaque situation qui implique une deuxième, une troisième, une tierce personne qui peut bloquer la situation, c'est une situation de négociation. Et en cela, on en a tous les jours. Dans les transports en commun, je suis fatigué, je veux m'asseoir, un autre dit non, c'est une situation de négociation. Mon employeur, je veux une promotion, il me dit non, c'est une situation de négociation. Donc, on en a besoin. Mais est-ce qu'on a besoin d'apprendre à négocier? Est-ce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas intuitif? Est-ce que la négociation, ce n'est pas pour les bons parleurs? La négociation, ce n'est pas pour les bons parleurs, Philippe. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu es valide, tu sais courir. Oui. Pourrais-tu défier Usain Bolt? Il va gagner, mais... Il est formé. Il va gagner parce qu'il est formé. Peut-être comme moi, tu fais du foot le dimanche matin. De temps en temps. Toi et moi, on ne nous a pas vus à la Champions League ou à la Coupe d'Afrique.
Parce qu'ils sont formés. La raison pour laquelle il faut se former, on ne demande pas aux gens de devenir des professionnels, des experts de la négociation. On demande juste, mon objectif, c'est de vulgariser, de faire comprendre à tout le monde qu'on pourrait mieux s'en sortir, qu'on pourrait mieux gérer sa relation familiale avec son fils, avec son épouse, avec son voisin. L'année dernière, j'étais en vacances. Il y a un monsieur qui me dit, mais cette voisine, elle me tape sur le système. C'est le monsieur, c'était un village vacances, village d'oiseaux, on a loué une maison, et c'est le propriétaire qui nous le raconte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle a un coq qui change tous les jours à 5 h du matin. Il dit, à son dernier anniversaire, je lui ai envoyé un mot en lui disant, ce serait bien de faire un barbecue avec votre coq. Donc, pour dire que, et discutant avec lui, je lui ai dit, mais est-ce que ce serait pas plutôt bien d'aller discuter avec elle, de voir moyen Il me dit, mais le problème c'est le coq, c'est pas elle. Mais ça c'est un exemple. Moi j'ai une amie qui me disait, le plafond chez moi est très fin, la propriété là-haut a des talons et ça fait du bruit. Mais si les gens ne savent pas comment négocier, la première réaction, c'est l'affrontement, c'est le conflit. C'est le conflit. Et le seul remède, le meilleur, en tout cas pas le seul, mais le meilleur remède pour éviter les conflits et pour tirer le meilleur des situations, c'est la négociation. Et ce que je voudrais faire, enfin ce que je me promets de faire, dans la mesure du possible, c'est de dire aux gens, nos situations de la vie sociale, la réalité de la vie sociale, c'est des scènes de négociation. C'est pas parce qu'on dit demain on va négocier que ça devient une négociation. Tous les jours, on négocie. En fait, c'est ça. Tu négocies tout le temps, en fait. Mais tout le temps. Ouais. Et donc, celui qui a compris les règles de la négociation, et les règles de la négociation, c'est pas si compliqué que ça. Pour les règles basiques, pour ce qu'on peut trouver partout, c'est des règles basiques. Dans la négociation, il y a plusieurs choses, mais il y a à savoir que la négociation, c'est entre des personnes. Je le disais dans le livre, Robinson Crusoe seul sur son île, il n'a pas besoin de négocier, il s'en fout. À la limite, négocier avec des bêtes, mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Il n'a pas besoin de ça parce qu'il est seul. La négociation, c'est une exigence sociale, de la vie sociale. On négocie pour être tranquille. Dès qu'on est en relation avec quelqu'un, il faudra négocier. Ouais. Et donc, parce qu'il faut négocier avec la personne, les règles qu'il faut connaître, c'est de savoir comment fonctionnent les gens. C'est de savoir comment fonctionnent les gens. On dit souvent, quand on connaît quelqu'un, on vit avec, c'est ce qu'on dit chez nous en Afrique. Tu connais quelqu'un, tu vis avec. Mais c'est une façon de dire, si tu as compris comment l'autre fonctionne, eh ben, tu sais comment communiquer avec. Et la négociation est une forme de communication. Une forme de communication dans laquelle, puisque en communication, on s'adresse à quelqu'un, on ne communique pas dans le vide, on s'adresse à quelqu'un. Et donc, si on veut s'arranger que la personne reçoive notre message et accepte notre message, il faut que nous, on trouve le moyen de lui parler dans son référentiel à lui. Parce qu'on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous fait les mêmes écoles. Toi, tu as vécu probablement peut-être dans une monogamie, moi j'ai vécu dans une polygamie. Les règles sont différentes, mais on se retrouve tous dans la même société. Et tenus par les mêmes règles. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de pouvoir te faire passer mes messages, que tu trouves le moyen de pouvoir me passer mes messages. C'est comment est-ce que je t'amène, toi, à accepter quelque chose que je veux en restant dans ton référentiel et dans tes repères à toi. Et c'est là qu'on rentre dans la négociation. Et c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi est-ce que tu décides, alors déjà, on m'a parlé de ton livre, Comment réussir vos négociations. Tu l'avais d'abord sorti en anglais, How to Succeed in Your Negotiations and Increase Your Businesses with China. Pourquoi spécifiquement apprendre à négocier avec la Chine? Alors, le hasard des circonstances a voulu que, dans le cadre de mon activité professionnelle, comme je l'ai dit en début, je suis chef de projet dans le domaine du nucléaire et je suis en charge de sous-traitants, dont un qui se trouve en Chine. Et donc, avant les restrictions dues à la crise du Covid, j'y allais pratiquement une fois tous les 2 mois. Arrivé en Chine, je me rends compte que, au-delà de la gestion contractuelle qui m'est confiée, les Chinois négocient tout. Les Chinois négocient tout le temps. Les Chinois négocient. Et en pensant, en réfléchissant, je me dis, mais finalement, ils font ce que faisaient nos parents. On ne nous l'a pas enseigné à l'école. Mais je me rends compte que nos parents faisaient pareil. Ils négociaient tout. Ils négociaient tout le temps. Il y a 2 ans, j'étais au Cameroun, je suis allé sur un petit marché. J'ai rencontré une petite mamie. Je vais acheter des arachides du village, comme on dit chez nous. Je demande à la mamie,
Bonjour mamie, combien coûtent les arachides? Elle me dit, combien tu payes mon fils? Mais c'est de la négociation. Bien sûr, bien sûr. Ici à l'école, on va vous dire, Ça, c'est typique ça en Afrique. mais c'est très... Quand tu demandes le prix, le commerçant te demande quasi systématiquement combien tu es prêt à payer toi. C'est tellement embarrassant parce que... Et je l'ai retrouvé en Chine. Ah, les Chinois font ça. Je l'ai retrouvé en Chine. Pas de la même façon, mais ils le font. Et en Chine, alors, je me suis dit, je prendrai le temps de rentrer un peu plus dans les détails de la négociation chez nous en Afrique, mais on le vit un peu tous. Mais les Chinois, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que la négociation est une exigence culturelle. Acheter sans négocier en Chine, c'est un manque de respect. C'est pas juste de l'argent. Tout le monde fait du business pour gagner de l'argent. Même les Chinois commerçants, ils veulent gagner de l'argent. Mais le Chinois veut gagner de l'argent, mais il veut gagner la relation commerciale. Il veut gagner quelque chose. Il y a quelque chose en Chine qui est très très fort, qui s'est dit le guanxi. Là, je le dis, je le prononce pas en français. C'est le guanxi. C'est une exigence de relation interpersonnelle qui est la clé du business en Chine. Si on va pour faire du business en one shot, pas de problème, t'achètes, tu t'en vas, il n'est pas content, tu es content, tu t'en fous. Mais si tu as l'intention de faire du business, c'est-à-dire de renouveler, de revenir, la clé, ce n'est pas de payer au plus fort. La clé, c'est d'abord de développer la relation, c'est de prendre le temps de construire la confiance. Et en Chine, lorsqu'ils fixent un prix, ils vous disent ce téléphone, il coûte 100. Très souvent, le prix du téléphone, c'est 75. La marge bénéficiaire, c'est 10, ça fait 85. Et il y a 5 qui est le prix de la relation, de la construction de la confiance. Si vous réussissez à construire la confiance, vous gagnez les 5 d'office. Et si vous avez appris les règles de la négociation, vous pouvez grignoter encore les 15% de la marge qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il faut apprendre à négocier. Pour gagner, pour mieux faire des affaires, pour avoir des meilleures relations sociales, pour être heureux simplement dans sa vie, avec sa famille, avec ses amis. Mais est-ce qu'un bon négociateur, ce n'est pas aussi quelque part un bon manipulateur? Puisqu'au final, il sait comment les gens réagissent, il sait ce qu'aiment les gens et il leur donne ce qu'ils veulent. Parce que comme tu viens de le dire, c'est pour avoir la paix. Donc, mais je te donne ce que tu veux, tu me laisses tranquille. Philippe, faut-il J'ai pas dit que c'est bien ou c'est mauvais. Hein? Faut-il reprocher à quelqu'un de comprendre comment fonctionnent les humains? Bien sûr que non. Alors, également, tu dis, est-ce qu'un bon négociateur, c'est pas un manipulateur? Je pense que la première précision à faire, c'est qu'il faut préciser à ceux qui nous écoutent que la manipulation, qui est perçue au sens simplement péjoratif, c'est une erreur. Oui, ça on manipule tous. Il n'y a pas de vie sans manipulation. Prenez un gamin qui vient de naître, il va crier pour avoir du lait, il va se calmer quand il aura son lait, c'est une forme de manipulation. Et donc, si on comprend que, si on prend la manipulation pour ce qu'elle est et pas simplement pour quelque chose de péjoratif, manipuler, dans la négociation, il y a l'analyse de nos émotions. Il y a une dimension très émotionnelle dans la négociation. Et donc, cette dimension émotionnelle voudrait que nous puissions comprendre et maîtriser nos émotions, mais qu'on puisse aussi comprendre et maîtriser les émotions de l'autre. Et c'est en cela que le non-initié va parler de manipulation. Parce que j'ai compris la façon dont tu réagis. Parce que je sais que pendant que je suis avec toi, si mon téléphone sonne, ça va t'énerver. Je m'arrangerai pour que ça ne sonne pas. Mais si mon intention est de t'énerver, je vais m'arranger pour qu'elle sonne. Et tu me diras c'est de la manipulation. Non. C'est juste que j'ai compris comment tu fonctionnes. Et comme on se met dans les dispositions de dire celui qui veut le faire, c'est parce qu'il veut bonifier ses relations. Et donc, s'il manipule, c'est pour aller dans le bon sens. C'est pour gagner dans ses affaires. Et quelqu'un qui gagne en manipulant au sens péjoratif du terme, il ne reviendra pas parce qu'il aura créé une dette de revanche chez son intermédiaire. Alors que celui qui gagne, en partant, il a laissé du plaisir. Il s'est dit, bon, j'ai vendu moins cher, mais il est bon ce gars. Il sera fier et te dit, mais quand est-ce que tu reviens? Donc c'est dans ce sens-là. Donc dit de la manipulation, je dirais oui, mais attention, pas au sens péjoratif du terme. Ça peut arriver. Ça dépend du type de relation. Et si on est formé à la négociation, quelqu'un qui veut manipuler au sens péjoratif, vous le voyez venir. Parce que dans la négociation, il y a tout un pan qui est dédié à la détection du mensonge.
Si on est bien formé en négociation, on sait détecter nos mensonges. C'est des outils simples. Simples. On n'a pas besoin d'être un expert, d'être un spécialiste. Il y a juste des attitudes. Et je l'ai dit à un moment, la négociation est une forme de communication, mais c'est une communication globale. C'est la communication verbale, c'est-à-dire que ce sont les mots que j'utilise en ce moment. C'est la communication gestuelle, c'est les mimiques, c'est le non-verbal. Mais c'est aussi du paraverbal. Et une fois qu'on a compris tous ces éléments-là, il suffira de les mettre tous ensemble pour pouvoir se dire, celui-là, il n'est pas clean, je ne peux pas lui faire confiance. Et la négociation, c'est une affaire de confiance. Je vois que tu as reparti ton livre. Donc, du coup, avant de te laisser partir, je vais quand même te poser 2-3 questions par rapport à ton livre. Déjà, tu parles des interdits et des astuces. Ça, c'est la 4e partie de ton livre. C'est quoi les erreurs qu'on pourrait faire qui peuvent être fatales? Donne-nous-en une. Allez, une erreur fatale. Et qui pourtant peut être facile à faire. Une des erreurs fatales que l'on peut faire en Chine, c'est de parler politique. Ah, alors les Africains sont friands de politique. Hein? Les Africains sont friands de politique. Il va commencer à dire le parti unique. Il ne faut pas parler de politique. Deux petits exemples, mais très vite. Il y a quelques années, un enseignant chinois a eu le prix Nobel de la paix. À une collègue chinoise avec qui j'ai discuté, j'arrive au bureau, je lui dis félicitations, le prix Nobel de la paix en Chine. Pendant plus d'une semaine, elle ne m'a pas adressé la parole. Pas contente du fait que je soutienne quelqu'un qui a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a émis des idées à l'encontre du système et du gouvernement chinois. C'est la première chose. La deuxième chose, et je l'ai dit dans le livre, c'est l'entreprise Mercedes. Mercedes, tout le monde connaît, c'est connu dans le monde entier. Ils ont fait une pub en Chine dans laquelle ils ont utilisé une citation du Dalai Lama. Ils ont dû faire des excuses publiques. C'est Mercedes, c'est pas toi, c'est pas moi. Pour dire à quel point il faut faire très attention. La politique, c'est super sensible. Il ne faut pas toucher à la politique. Et il ne faut pas toucher à la politique. Alors, juste pour préciser, en Chine, le business, c'est pas juste on se pose dans la salle, on discute business. À partir du moment où vous arrivez jusqu'au moment où vous partez, le business a commencé et il part quand vous partez. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, je le dis dans le livre en rigolant un petit peu, mais peut être retenu contre vous. C'est-à-dire que votre comportement et votre attitude, parce que les Chinois tiennent énormément à la relation interpersonnelle et à la confiance, ils vous inviteront à dîner et même ce que vous dites pendant le dîner sera pris en compte dans la négociation. Ils pourront vous inviter à faire du karaoké ou à aller boire un verre. Sachez être sobre, sachez accepter l'invitation parce que ça fait partie de la culture. Mais sachez comment vous comportez et faites attention à ce que vous dites. Mais faites aussi attention à ce qu'ils disent parce qu'ils peuvent vous confier des choses. C'est tout ça la négociation. Mais on dit que les Chinois ne sont pas fiables. Ils ont tendance à tout donner au plus offrant. C'est-à-dire que par exemple, ça c'est ce que j'entends. Hein. Si par exemple tu veux faire du business avec des Chinois, je dis n'importe quoi. Tu écris toi ton livre sur la négociation, tu le fais imprimer en Chine. Moi je vais en Chine chez ton imprimeur. Je lui dis que je suis en train d'écrire sur la négociation. Ça ne le gênerait pas de me filer ton livre et de me dire hey, écoute, j'ai un gars qui m'a filé un livre ici, tu peux regarder si ça peut t'aider. C'est-à-dire que la notion de... Autant ils sont pour la relation interpersonnelle, autant briser un contrat, apparemment, ce n'est pas très important. Il y a deux choses dans ce que tu dis. La première chose, c'est que la notion de contrat en Chine n'est pas la même que celle que nous avons en Occident ou en Afrique. Un contrat en Chine, pour nous, une fois qu'il est signé, il y a dans le droit des contrats en Europe ou en Afrique ce qu'on appelle la règle des 4 points. C'est-à-dire le contrat et rien que le contrat. En Chine, un contrat signé, c'est juste une étape dans un processus. Et ce qui veut dire, puisque c'est une étape, eh ben, elle peut évoluer à tout moment et dans n'importe quelle direction. Ce qui compte pour eux, c'est le paiement. C'est ça qui fait le contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Ça dit qu'un Chinois n'a aucun mal à venir. Tu lui passes une commande aujourd'hui. Si demain, un élément change dans sa production, le lendemain, il change le prix. Il peut changer le prix, il peut changer les conditions, il peut changer autre chose. Mais contrairement à un Européen qui va se dire, bon, je suis coincé, j'ai signé. Voilà, oui, okay. C'est une question de mentalité, c'est toi qui parles de mindset, c'est vraiment... Ils fonctionnent comme ça, c'est pas de la malhonnêteté, c'est leur conception. C'est leur conception. Et la deuxième chose, tu disais, si tu as confié ton livre en impression, que quelqu'un d'autre vienne. La notion
de droit de la propriété intellectuelle, j'en parle dans le livre avec quelques exemples, ils n'ont pas la même notion de la protection de la propriété intellectuelle. Ils ont certes intégré à l'OMC, ils intègrent quelques règles de l'OMC, mais ça reste très réticent. Ils intègrent parce qu'ils veulent intégrer le marché mondial. Mais ils ont une conception, comme ils ont un style de négociation purement chinois, ils ont une autre conception des droits de la propriété intellectuelle. En Chine, aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent des fake markets. C'est connu, si tu prends ton téléphone là, tu fais fake market, il y en a. Et c'est des marchés, ce n'est pas des marchés au black comme chez nous, c'est des marchés publics, gardés par la police et tout le reste, et tu trouves toutes les copies dans ce marché-là. J'étais très surpris, j'arrive à Shanghai, je me balade dans les rues, et je vois, je me dis, ah mais quelle jolie Mercedes. Et en regardant de près, non, c'est l'image d'une Mercedes, mais ça n'en est pas une. Et c'est pareil dans les achats que tu fais. J'en parle un petit peu. J'ai pris un exemple, je ne vais pas citer ici pour ne pas faire de la pub dans les marques, mais si tu commandes, je ne sais pas, investi au bled, tu n'obtiendras pas investi au pays. Il te vendra investi au bled parce que tu as commandé investi au bled et que tu as payé pour ça. En fait, si tu donnes le prix qui correspond à une sous-marque, il te filera leur sous-marque. Et tu donnes le prix pour la marque. Moi, je travaille dans le domaine du nucléaire avec des exigences, il n'y a pas plus exigeant aujourd'hui. Et si on le fait en Chine, c'est parce qu'ils respectent la réglementation et les exigences de l'autorité de sûreté, qui aujourd'hui est à ma connaissance, la plus exigeante au monde. Donc, ils font ce que tu dis avec le prix que tu donnes. Mais ne t'attends pas à aller dire, c'est ma marque, c'est mon produit, il est protégé. Ils ne connaissent pas cette notion de protection. Ça existe, il y a des grands cabinets spécialisés qui arrivent à le faire. Mais c'est quelque chose qui reste très, très compliqué. Très difficile. Et d'où l'avantage pour nous, Africains. On n'a pas forcément de marque à défendre, mais on a du business à faire. Et ils sont prêts à faire du business. Et il y a beaucoup d'acquaintances entre la façon de penser africaine et la façon de penser des Chinois. Est-ce que les Africains, de ça, on sort un peu de l'interview là, oui, on est sur la sortie, mais on sort aussi un peu de la thématique de la négociation. Est-ce que faire du business avec les Chinois, pour toi, c'est une bonne solution pour l'Afrique? On parle un peu de géopolitique, oui, de stratégie. C'est ce que j'allais dire, il y a deux aspects dans ta question. Il y a l'aspect géostratégique et il y a l'aspect purement business. Sur le plan purement business, je pense que c'est une bonne chose pour l'Afrique. Pour plusieurs raisons, on va dire 3 raisons, pour ne citer que celle-là. Pour des raisons économiques, le prix est abordable, c'est à notre niveau, compte tenu du niveau de vie et de prix que nous avons en Afrique. C'est des pays qui, il n'y a pas très longtemps, et en tout cas dans certains cantons encore en Chine, des gens vivent comme dans nos villages ou comme dans certaines de nos villes. Donc ils ont des problèmes d'écoulement des eaux, ils ont des problèmes de protection contre les moustiques, et ils ont des produits à bas coût qui peuvent répondre à ces besoins-là. Aujourd'hui, si on va acheter une tablette pour un gamin en France, il faudra mettre 150-200 euros. En Chine, on peut trouver des tablettes à 20 euros qui correspondent à notre marché en Afrique et qui font l'affaire. Maintenant, sur le plan géostratégique, les éléments de la diplomatie internationale sont plusieurs. Mais parmi ces éléments-là, il y a la finance, il faut avoir des gros moyens. Il y a les ressources humaines, il faut avoir des hommes. Et il faut avoir du savoir. Sur ces 3 domaines-là, on peut largement s'inspirer de la Chine, pardon. On peut largement s'inspirer de la Chine. On n'a pas beaucoup de moyens, ils en ont. Mais on a des ressources qu'on peut, si on agit intelligemment, on peut récupérer une part de leur argent contre les ressources. Ou alors, la Chine aujourd'hui n'achète rien sans demander le transfert de technologies. Et bien nous aussi, on peut exiger une part de transfert de technologies dans ce sens-là. La Chine aujourd'hui contourne, on l'a dit, les lois sur la propriété intellectuelle et autres. On ne va pas l'encourager. Mais si ça nous permet à nous d'avoir, je ne sais pas, des tablettes pour nos écoles, pour nos enfants, et d'éduquer les gens, pourquoi pas? Je ne dis pas non. Donc je dis aujourd'hui, pays africains, si je prends le cas du Cameroun qui est le mien, on n'a pas les moyens physiques, financiers, humains pour aller batailler contre la Chine. Mais si on maîtrise là de la négociation, on peut les amener à faire certaines choses comme nous le souhaitons. Et au moins sur ce point-là, on aura gagné. On aura gagné. Merci beaucoup Moïse. Juste avant de terminer, comment on fait pour se procurer ton bouquin en français ou en anglais? Alors les deux sont disponibles sur Amazon. Pour nos amis, ceux qui parlent anglais, you can find the book on Amazon or you can check by using my name, Moïse Nubissi.
directly. Tu as un website à ton nom, c'est ça? Non, c'est sur Amazon directement. Ah, on tape ton nom sur Amazon. Le nom hein. sur Amazon, oui, tout à fait. Donc, Ok. il suffira de saisir Moïse Noubissi sur Amazon et d'avoir le bouquin. Et les deux versions. Et les deux versions. Alors, je suis en train de voir, je sais que c'est un peu compliqué pour... J'ai eu pas mal de demandes du pays et c'est un peu compliqué pour commander sur Amazon. Je suis en train de réfléchir justement, peut-être que tu as des astuces là-dessus pour avoir un stock au Oui, pays. tu te fais un stock et tu le distribues dans une librairie. Voilà, ou- tout à fait. Donc, je suis en train de réfléchir à la façon de le faire. Mais pour le moment, il est distribué exclusivement sur Amazon parce que Amazon est mon éditeur et j'ai un contrat avec Amazon pour la distribution du livre. D'accord, que tu as bien négocié. Donc du coup, Amazon te l'édite, mais il te l'édite, donc du coup, il est disponible aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Il est disponible dans le monde entier. Ça, c'est l'avantage Absolument. d'éditer par Amazon. Absolument. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin pour ceux qui ont suivi l'interview? Je voudrais dire déjà merci à Philippe et à la chaîne. Je pense qu'on a la chance d'avoir cette chaîne-là qui nous donne l'opportunité de nous exprimer et de partager des choses que l'on estime utiles. Je pense aujourd'hui, on est dans une société qui est très compliquée, qui est très complexe, où les règles se compliquent. Il y a beaucoup de business. Toi, ta chaîne parle de business. Il n'y a pas de business sans négociation. Il n'y a pas de vie sociale sans négociation. Initiez-vous à la négociation. Ce n'est pas forcément d'aller dans une école de négociation. C'est de s'intéresser, de prendre un livre, de lire, de comprendre. Et je reste disponible pour échanger, pour en discuter par mail, par téléphone, par WhatsApp, à mes coordonnées. Mais intéressez-vous à la vie sociale et à la communication, parce que c'est en communiquant qu'on va comprendre ce que font les autres, qu'on va comprendre comment ils le font et qu'on va comprendre comment nous aller tirer avantage des relations commerciales et des relations business qu'on peut avoir, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit avec la Chine. C'est le souhait que j'ai. Je l'ai fait. J'en suis très fier, j'en tire les fruits, je l'utilise au quotidien, que ce soit avec mes employeurs, pour mes propres business ou avec ma famille, je le fais. Et de ce que je sais et des retours qui me reviennent, j'en suis plutôt satisfait. Je le conseille à tous. C'est vraiment très intéressant la négociation. Merci beaucoup, Moïse. Merci Philippe. À bientôt. Merci, à très bientôt. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année, et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiropéi.com onglet conférence. Bamako, pour la première fois au Mali, du 4 au 7 août. Douala, le 21 août, à l'hôtel La Falaise à Bonanjo. 28 août, à Yaoundé. Et enfin Paris, le 28 septembre, à l'espace Aveyron. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.